nous accueillez dans la bibliothèque des sciences expérimentales de l'École normale supérieure pour nous parler d'apprentissage du langage. Vous êtes directrice de recherche CNRS et vous êtes aussi à la tête du DEC, le département d'études cognitives de l'École normale supérieure. Alors la première question, ça n'est pas vraiment une question, c'est peut-être nous fixer les grandes étapes de l'apprentissage du langage chez un petit enfant. Oui, oui. Donc l'apprentissage du langage, c'est quelque chose qui émerveille les parents, puisque 12 mois après la naissance, leur bébé commence à dire ses premiers mots. Et à 2 ans à peu près, il est déjà capable à dire des petites phrases. Et donc ça les enchante et ça fascine les chercheurs parce que le langage, c'est un système extrêmement complexe. Il y a des tas de choses qu'il faut apprendre. Et évidemment, si le bébé à 12 mois commence à parler un petit peu, c'est qu'il a déjà appris des tas de choses. Et donc ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. Qui se passe pendant les premières 12 mois de vie quand le bébé ne parle pas du tout. Et donc par exemple, et je peux vous donner 3 petits exemples, les langues ont des mots qui sont composés des consonnes et des voyelles, mais ce n'est pas les mêmes à travers les langues. Par exemple, l'espagnol a 5 voyelles, le français presque le triple. Donc le bébé, pendant cette première année de vie, apprend déjà quels sont les sons de sa langue avec lesquels il va construire des mots. Une deuxième chose qui est déjà apprise pendant la première année, c'est le découpage des phrases en mots. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous semble très, très facile. On a l'impression que les mots se suivent dans les phrases les uns après les autres. Mais en fait, je peux vous donner un exemple. Quand je vous parle dans ma langue maternelle, je vous donne une phrase en néerlandais et vous vous rendrez compte que ce n'est pas si évident que ça. Donc, ik ben makelaar in koffie en woon op de Lauriergras nummer 37. Je suis perdu. Voilà, c'était le point, parce que là, vous êtes un petit peu dans la situation du bébé. Premièrement, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de silence entre les mots, comme il y a des petits blancs entre les mots dans le langage écrit. Et en plus, vous n'avez pas de lexique. Donc, quand je vous parle en français, vous reconnaissez les mots les uns après les autres, mais quand je vous parle en néerlandais, vous n'avez pas de mots, donc vous êtes complètement perdu, vous ne savez pas où les mots commencent et où est-ce qu'ils se terminent. Donc ça aussi, c'est un problème très, très dur que le bébé résout déjà au cours de la première année de vie. Et une troisième chose qu'il apprend déjà, ça a à voir avec la syntaxe, avec la façon dont les mots sont combinés dans les phrases. Donc là aussi, il y a beaucoup de variabilité entre les langues. Donc par exemple, en français, on dit la banane, ou je vois, ou en Italie. Donc les petits mots qu'on appelle les mots de fonction précèdent les mots avec lesquels ils sont couplés. Mais dans d'autres langues, comme le japonais ou le basque, c'est exactement le contraire. Donc on dirait l'équivalent banane là, voix je et Italie en. Donc ça aussi, c'est quelque chose que les bébés ont déjà découvert avant qu'ils ne commencent à parler. Sharon Peperkamp, vous vous intéressez aussi au bilinguisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent vos travaux? Oui, donc moi je m'intéresse surtout à la structure sonore du langage, au son. Et donc, comme on l'a vu, les bébés, ils apprennent ça très, très rapidement, mais les adultes, ils ont beaucoup de mal à apprendre une deuxième langue. Et l'une des choses qui nous frappe le plus, c'est les accents qui restent, les accents étrangers, même chez les personnes qui maîtrisent par ailleurs très bien leur deuxième, voire leur troisième langue. Donc moi-même, par exemple, je le sais, je ne l'entends pas moi-même, mais je sais que j'ai un petit accent. Et alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que, en fait, on a un accent étranger pas seulement lorsqu'on parle une deuxième langue, mais aussi lorsqu'on perçoit une deuxième langue. Et donc, par exemple, les Français, même s'ils parlent bien l'anglais, ils continuent à avoir un petit peu de mal avec des paires de mots comme ship, qui veut dire bateau, et sheep, qui veut dire mouton, où il y a une petite différence au niveau de la i. Bon, en français, il n'y a qu'un seul type de i, en anglais, il y en a 2. Et donc, les Français, ils ont du mal à percevoir cette différence. Et ça, justement, c'est dû à cet apprentissage très précoce chez le bébé, parce qu'on sait qu'à la naissance, les bébés sont capables de percevoir ces différences, quelles qu'elles soient, des langues du monde. Mais au cours de la première année de vie, ils focalisent déjà sur les catégories de sons dans leur langue maternelle et ils perdent cette capacité. Et donc, tout comme les adultes, à l'âge de 1 an, ils ont déjà du mal à percevoir des sons qu'ils n'utilisent pas. Et donc ça a des effets
un peu frustrant pour nous, parce que ça veut dire que pendant toute notre vie, on a du mal à produire des langues étrangères sans accent. Ceci dit, il y a beaucoup de variabilité individuelle. Il y a des personnes qui ont des capacités, qui sont très douées pour produire et percevoir des sons qu'ils n'ont pas. Et aujourd'hui, il y a pas mal de recherches en neurosciences qui essaient de voir s'il y a des corrélats au niveau du cerveau. Et effectivement, il y a une étude très récente qui a montré que chez les personnes où les liens entre des régions dans le cerveau qui sont nécessaires pour l'apprentissage des sons, où ces liens sont très forts, ils ont des meilleures capacités à apprendre des sons des langues étrangères. Sharon Peppercorn, merci.